Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir à l'Institut. Christophe et moi, ça fait déjà plusieurs années qu'on vient à Cargèse en tant qu'organisateur d'école. On a commencé en 2007, ensuite en 2010, 2012, 2014, 2018. Et là, voilà, ça faisait 4 ans qu'on n'était pas venus. Donc on organise des écoles d'été, typiquement de 2 semaines à l'Institut, pour des étudiants qui viennent de partout, beaucoup d'Europe, mais des États-Unis. On a des Japonais, des Brésiliens, des Israéliens, pour discuter des avancées dans notre domaine. Et donc notre domaine, c'est la physique des hautes énergies, physique des particules, en lien avec la cosmologie. Donc on essaie de perpétuer la tradition, parce que vous savez que les fondateurs de l'Institut, c'était plutôt en physique fondamentale. Ensuite, les activités de l'Institut sont beaucoup diversifiées dans tous les domaines, en biologie, en économie, en écologie. Donc il y a vraiment des écoles dans tous les domaines. Et voilà, donc on continue un petit peu dans cette thématique de physique fondamentale. Donc Christophe va commencer. Et puis en deuxième partie ou dans le dernier tiers, je poursuivrai. Voilà, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de retrouver certaines personnes et de découvrir d'autres personnes ici. Donc effectivement, on voulait aujourd'hui vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Peut-être que vous en avez entendu parler. En 2012, il y a eu la découverte du boson de Higgs. Donc on a célébré les 10 ans le 4 juillet dernier. Et je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre-temps et vous expliquer en fait ce qui nous attend aussi dans le futur. Alors, je vais commencer l'exposé par une petite question toute simple en fait. Donc on parle beaucoup des Jeux Olympiques, etc. Donc courir plus vite, sauter plus haut, lancer des choses plus loin, etc. Et en fait, il y a une certaine analogie entre le travail des athlètes, des sportifs et des physiciens, puisqu'en fait, on aime bien tous repousser un peu les frontières, établir des nouveaux records, etc. Et donc, il y a une petite question toute simple, en fait, c'est jusqu'à quelle hauteur un humain peut-il sauter avec un bâton, quoi, avec une perche? Donc, quand j'étais jeune, je pensais en fait c'était facile. Je dois aller plus au centre. Voilà, parfait. Je pensais que c'était facile, il suffit de prendre un bateau un peu plus grand et on va aller plus haut. Alors, entre-temps, j'ai appris un peu de physique et ce qui se passe, c'est qu'en fait, non, ça ne marche pas aussi simplement parce qu'il y a une certaine conservation, une conservation de l'énergie qui fait qu'en fait, ce qui se passe quand on veut sauter plus haut, c'est qu'il faut courir plus vite. Simplement, c'est l'énergie cinétique qui est transformée en énergie potentielle gravitationnelle. Donc ça, on peut en fait calculer simplement jusqu'à quelle hauteur maximum en fait un humain pourrait a priori sauter. On prend l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, qui a établi un record en août 2009 à Berlin. Il a atteint la vitesse maximum jamais atteinte par un être humain de 44,72 km/h. Et donc, si effectivement on convertit tout ça en énergie gravitationnelle, il pourrait a priori sauter 7,62 mètres. Donc le record du monde, il n'est pas si loin que ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Vraiment, un sauteur à la perche, il arrive vraiment à convertir quasiment toute son énergie cinétique en énergie gravitationnelle. Donc si quelqu'un arrive à sauter 8 mètres ou quelque chose comme ça, c'est probablement que c'est un tricheur, quand même. Oui, exactement. Le plus interactif possible, le mieux. Ouais. Donc au cours des années, en fait, les physiciens ont découvert de nouvelles lois de conservation. Ça, c'est peut-être la loi de conservation la plus simple, la conservation de l'énergie. Mais il y a d'autres lois qui gouvernent, en fait, qui nous disent ce que peut faire un être humain, un athlète, ou aussi au niveau microscopique, en fait, une particule. Il y a certaines lois qui doivent être respectées. Les particules ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, pourquoi on insiste beaucoup sur cette notion de quantités qui sont conservées, comme ici l'énergie, et la charge électrique aussi. Vous savez sans doute, lorsqu'on fait des collisions de particules, on va produire de nouvelles particules. On peut produire beaucoup de nouvelles particules qui ne sont pas contenues dans les particules qu'on collisionne au début. Par exemple, je sais pas, vous prenez un électron et un positron, vous allez fabriquer un quark top, un boson W, des photons, des bosons de Higgs, entre autres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces particules qu'on produit, elles ne sont pas contenues dans l'électron et le positron de départ. C'est vraiment un mécanisme de conversion de l'énergie en matière. C'est E égale mc2, donc on prend de l'énergie et on fabrique de la matière avec ça.
Et donc, lors de ces réactions, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui doivent être conservées, en particulier la charge électrique. Donc, la charge électrique, donc la somme des charges électriques des particules de départ doit être égale à la somme des charges électriques des particules à la fin. Donc, ça, c'est un autre exemple de conservation de l'eau. Et en fait, ces lois de conservation sont importantes parce qu'elles sont en fait liées aussi à des forces fondamentales entre les particules. Donc peut-être vous avez entendu ou lu dans des articles de journaux, en fait il y a essentiellement 3 forces fondamentales. Il y a des interactions électromagnétiques qui sont responsables de la lumière, entre autres, ou des interactions des électrons autour des noyaux atomiques. Il y a les interactions, ce qu'on dit les interactions nucléaires faibles, qui sont responsables grosso modo de la désintégration nucléaire de certains noyaux atomiques. Et ensuite il y a les interactions fortes, qui explique pourquoi les quarks en fait, sont liés entre eux en l'intérieur des protons et des neutrons qui eux-mêmes forment les noyaux atomiques. Donc il y a 3 forces fondamentales et chacune de ces 3 forces fondamentales sont reliées à certaines symétries qui laissent des quantités invariantes lorsqu'on fait des transformations. Et donc effectivement, cette description de la nature, en fait, est ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement, en fait, quelles sont effectivement ces symétries fondamentales des objets de la nature. Donc déjà au niveau des particules élémentaires, il y a 2 grandes classes, 2 grandes familles de particules élémentaires. Il y a les leptons et il y a les quarks. Les quarks, ce sont les particules qui effectivement sont liées entre elles par les interactions fortes, donc elles forment les noyaux atomiques, quoi. Et ensuite, il y a les leptons, qui sont des objets comme l'électron, par exemple, qui, eux, ne s'apparient pas entre eux. On peut avoir un électron qui gravite autour d'un noyau atomique, mais on ne va pas avoir d'objet composite formé de leptons. Voilà, donc il y a l'électron qui est effectivement l'exemple le plus simple du lepton. Il y a une autre particule associée à l'électron qu'on appelle le neutrino, qui est une particule un peu bizarre aussi parce qu'elle interagit très faiblement avec la matière. En fait. On reçoit des tas de neutrinos qui sont produits par le Soleil, et tous ces neutrinos, en fait, ils traversent l'ensemble de la Terre sans interagir. Et c'est aussi, ils n'ont quasiment pas d'interaction parce que ce sont des particules qui ne portent pas de charge électrique, donc ils ne sont pas sensibles aux interactions électromagnétiques. Ils sont sensibles aux interactions faibles, mais comme leur nom l'indique, les interactions faibles sont faibles, et donc c'est pour ça qu'ils traversent la matière. Donc l'électron, c'était effectivement le premier exemple de lepton, et ce qu'on a découvert au cours du temps en faisant ces collisions de particules ou en observant en fait ce qui nous provient de l'espace aussi, les rayons cosmiques, c'est qu'il y a des objets vraiment similaires à l'électron et au neutrino, mais qui ont simplement des masses plus élevées. Donc c'est le muon et le lepton-tau, et ils ont des neutrinos associés. Et donc l'autre grande famille de particules élémentaires, ce sont les quarks. Il y a le quark up et le quark down qui sont liés les uns aux autres pour former par exemple le proton et le neutron. Donc le proton, c'est 2 quarks up et un quark down. Et de la même façon que les leptons existent en version plus massive, il y a la même chose pour les quarks. Il y a le quark charme et le quark étrange, et le quark top et le quark bottom, quoi. Voilà. Et donc, la matière ordinaire qu'on rencontre dans l'univers ou sur Terre, c'est essentiellement des électrons et des combinaisons de up et down. Ce sont les seules particules qui restent stables. Les autres particules massives, en fait, vont se désintégrer en énergie, plus des particules plus légères. Voilà, donc ça c'est la description de la matière. Et donc quelles sont les interactions, quelles sont les symétries fondamentales qui existent? Donc il y a d'abord des symétries d'espace-temps, ce sont des rotations d'espace-temps, donc de la même façon qu'on peut faire des rotations d'espace. On peut aussi, ça c'est la découverte d'Einstein, on peut faire des rotations, transformer l'espace en intervalle de temps. Donc ça c'est effectivement une des grandes symétries, les symétries d'espace-temps, symétrie de Lorentz qu'on appelle ça. Et ensuite les autres symétries donc, qui sont liées à des interactions entre les particules, des forces entre les particules, simplement des symétries qui échangent les différentes particules entre elles. Donc, par exemple, vous avez les interactions électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est que les interactions électromagnétiques? C'est simplement changer ce qu'on appelle la fonction d'onde associée à chaque particule. Donc la fonction d'onde, c'est quoi? C'est simplement, ça décrit la probabilité de trouver une certaine particule à un certain point de l'espace-temps. C'est une version quantique des particules. Les particules, ce ne sont pas des petits objets
classiques qui sont ici ou là, ce n'est pas des billes, quoi, mais simplement, c'est une description probabilistique. On peut avoir une certaine probabilité de découvrir un électron à tel endroit de l'espace et du temps. Et donc, cette symétrie qui décrit vraiment toutes les interactions électromagnétiques, c'est simplement de dire que vous pouvez changer la phase de cette fonction d'onde. La fonction d'onde, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, il a une phase plus un rayon. Et donc, que nous dit cette symétrie? Il nous dit simplement que cette phase de la fonction d'onde, c'est un objet qui n'est pas physique, qui ne comporte pas d'information. Il ne comporte pas d'information parce que vous pouvez simplement changer la phase, par exemple la phase d'un électron, en différents points de l'espace-temps, et l'information qui est contenue dans cette phase, en fait, elle va être transportée par un boson de jauge qu'on appelle dans ce cas-là le photon. Donc le photon, le particule de lumière, c'est simplement une particule qui transporte l'information liée à la phase de la fonction d'onde. Et donc effectivement, cette description de la nature, en disant les phases des fonctions d'onde ne sont pas physiques, mène effectivement à vous dire une description des forces électromagnétiques. Donc le champ électrique, le champ magnétique, il est simplement associé effectivement à ces fonctions d'onde, ces phases des fonctions d'onde. Une autre symétrie peut-être plus facile à comprendre, c'est la symétrie qui est associée aux forces nucléaires faibles. Elle consiste simplement à dire qu'en fait, dans votre théorie, vous pouvez remplacer partout, à chaque fois que vous voyez un électron, vous pouvez le remplacer par un neutrino. Et la théorie doit rester invariante, elle doit rester la même. Alors ça, c'est une hypothèse qui avait été formulée par un Glashow, Weinberg et Salam dans les années 60. Et a priori, c'est une hypothèse complètement farfelue, parce qu'effectivement, l'électron, c'est un objet qui est complètement différent du neutrino. Je vous ai dit que le neutrino, il n'avait pas de charge électrique. L'électron, il a une charge électrique -1 dans les bonnes unités, donc 10 puissance moins 16 ou moins 19 coulombs. Et pourtant, ces trois personnes-là ont dit, mais peut-être, en fait, effectivement, la nature ne ferait pas la différence. Nous, humains, on fait la différence, mais la nature ne fait pas la différence entre un électron et un neutrino. De la même façon, la nature ne doit pas faire la différence entre un quark up et un quark down. Et effectivement, cette hypothèse est révélée fructueuse, et de cette façon-là, on peut effectivement comprendre toutes les interactions faibles, donc toutes les intégrations nucléaires, tous les noyaux, la façon dont l'énergie est produite dans les centrales nucléaires, elle est simplement liée à cette hypothèse qu'il existe effectivement une symétrie entre l'électron et le neutrino. De la même façon, on peut aussi comprendre les interactions fortes entre les quarks, simplement en changeant la couleur des quarks. Donc les quarks, ce sont des objets qui existent sous 3 couleurs différentes, et la nature doit être invariante, elle doit être daltonienne en quelque sorte, elle ne doit pas faire la distinction entre les couleurs des quarks. Donc vous pouvez faire des rotations dans l'espace des couleurs de ces quarks, et cette symétrie-là est associée aux interactions fortes. Oui, allez-y. Non. Alors, la couleur, en fait, c'est simplement une réaction à la lumière. Donc, clairement, effectivement, les quarks sont sensibles à la lumière, ils interagissent avec le photon, mais ici, non, la couleur, c'est pas la couleur bleu, blanc, rouge habituelle, quoi. Simplement, c'est une nouvelle charge, c'est comme une charge électrique, en fait, mais c'est associé à une nouvelle force, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez suffisamment d'énergie, donc si vous allez à grande énergie, on ne peut pas faire de distinction entre un électron et un neutrino. Nous, pauvres humains, on va faire la distinction parce qu'en fait, on vit à des énergies qui sont relativement faibles. Relativement faibles par rapport à quoi? Par rapport à une quantité fondamentale qui est associée au boson de Higgs. Donc, on va arriver, effectivement, c'est la suite de s'exposer, comment en fait on arrive à comprendre qu'il y a une distinction, une différence entre l'électron et le neutrino, alors qu'a priori, ça doivent être les mêmes particules. Donc ça, c'était l'hypothèse de départ, qu'effectivement, la nature à haute énergie ne fait pas de distinction entre l'électron et le neutrino. Alors, la charge électrique, ça va être une combinaison en fait de ces différentes symétries. La charge électrique, c'est une symétrie à basse énergie et pas à haute énergie. On va y revenir. C'est ce qu'on appelle une notion de brisure de symétrie.
Excusez-moi. Oui, pardon. Oui, oui. C'est juste pour voir si je comprends bien. Si on prend les coordonnées d'espace-temps, on peut considérer qu'elles sont arbitraires et dépendantes d'un référentiel. Tout à fait. Est-ce que ça signifie que la phase d'une fonction d'onde, la charge électrique ou la couleur d'un quark sont arbitraires au même sens? Exactement. D'accord. Ils sont arbitraires en même sens et on peut changer la phase de cette fonction d'onde en chaque point de l'espace-temps. Donc c'est ce qu'on appelle des symétries locales. En général, on fait des symétries globales. Vous prenez un objet, vous transformez chaque point de cet objet de la même façon, faire une rotation. Et là, on va faire des rotations locales, c'est-à-dire chaque point de l'objet peut être soumis à une rotation différente. Mais si c'est le référentiel qui change pour les coordonnées d'espace-temps, là, qu'est-ce qu'on fait tourner, quoi? C'est quoi? C'est un champ? C'est un champ, exactement. Et le champ c'est associé au photon, en fait. Le champ, c'est un champ qui dépend de l'espace-temps. D'accord. Merci. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du photon, effectivement, qui garde la mémoire de cette phase. Et il y a d'autres objets similaires au photon qui gardent la mémoire effectivement de ce qu'on appelle l'électron et neutrino en chaque point de l'espace-temps. Et ces nouvelles particules qu'on appelle des bosons de jauge, ici c'est le boson W, le boson Z, qui ont été découverts au CERN dans les années 80. Et pour le changement de couleur, le boson de jauge associé, c'est ce qu'on appelle le gluon. Bon, ce sont des noms, des particules qui ont été découvertes effectivement dans les collisionneurs. Donc, pour en revenir effectivement à cette question de symétrie entre l'électron et le neutrino, ça vient de ce qu'on appelle effectivement les désintégrations et des intégrations bêta des noyaux nucléaires, des noyaux atomiques. Vous avez certains noyaux, par exemple le potassium, se désintègre en calcium. Donc là, vous comptez le nombre de neutrons, le nombre de protons, etc. Et donc, ce qui se passe dans ce genre de réaction, c'est qu'effectivement, il y a un neutron qui se désintègre en un proton, un électron et un antineutrino. Donc ça, c'est la réaction fondamentale qui se passe effectivement dans toutes les réactions nucléaires. Il y a certains exemples. Et donc ça, c'est ce qu'on a observé au début du XXe siècle. Je croyais que c'était seulement dans la désintégration bêta qu'intervenait la force faible et pas dans la désintégration alpha. Alors, alpha, c'est l'émission nucléaire. Désintégration alpha, c'est l'émission d'un proton. Une particule d'hélium. Mais ça, c'est la radioactivité naturelle. Oui, c'est donc juste dans la désintégration bêta. Voilà. Mais même l'émission d'une particule alpha, ça correspond aussi aux des interactions faibles. En fait. Il y a simplement la fusion qui correspond aux interactions fortes, mais la fission, c'est des interactions faibles. Alors, une autre propriété de ces réactions nucléaires ont été observées à la fin des années 50. Il y a eu une expérience, ils ont regardé la désintégration de ces réactions nucléaires et leur image dans un miroir. Donc, qu'est-ce que Madame Wu a réalisé comme expérience? C'est simplement considérer certains de ces atomes-là, certains de ces noyaux atomiques, les a mis dans un champ magnétique intense, et elle a regardé effectivement la direction de l'électron qui était émis dans cette désintégration. Elle s'est rendue compte qu'en fait, l'électron était toujours aligné dans la direction du champ magnétique. Et si elle prenait l'image de cette désintégration dans un miroir, on observait la même chose. Alors qu'a priori, on se serait attendu à ce que l'électron soit émis dans la direction du champ magnétique ou dans la direction opposée. Mais là, il se trouve qu'il y avait une direction qui était privilégiée, qui est uniquement la direction du champ magnétique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, que ces interactions nucléaires, en fait, voient une distinction entre la gauche et la droite. Contrairement aux interactions électromagnétiques, les interactions électromagnétiques ne voient pas de distinction entre la droite et la gauche. C'est ce qu'on appelle les interactions vectorielles. Les interactions faibles sont des interactions chirales. Elles voient une distinction entre la droite et la gauche. Donc ça, c'est une propriété fondamentale, unique vraiment aux interactions faibles, aux interactions nucléaires. Ce sont des interactions chirales. Vous avez peut-être entendu parler qu'en biologie moléculaire, on a aussi besoin de chiralité en fait, pour l'émergence de la vie.
Si vous n'avez pas de distinction entre la droite et la gauche, la vie ne peut pas émerger. Vous avez de la chimie, mais vous n'avez pas de vie, quoi. Et ça reste une question ouverte, en fait, savoir si la chiralité qu'on observe en biologie moléculaire est associée à la chiralité des interactions faibles ou pas. Ça, c'est encore une chose à découvrir. Chiral, c'est effectivement une distinction entre droite et gauche. C'est chiral contrairement à vectoriel, en fait. Alors pourquoi ça c'est intéressant et pourquoi ça pose problème, en fait? Ça pose problème simplement parce que un terme de masse, la masse de l'électron, en fait, c'est quelque chose qui va mélanger la droite et la gauche. Et si vous avez un composante droite d'un électron qui se transforme de façon différente de la composante gauche de l'électron, ben ce terme de masse, lui, il ne va pas être invariant par ses symétries. Il ne va pas être invariant par la symétrie qui échange l'électron au neutrino. Vous pouvez par exemple ajouter un terme de masse pour le neutrino, et ça ne va pas être invariant par cette symétrie. Donc le terme de masse pour l'électron est en fait brisé explicitement par cette chiralité. En fait. Si vous avez une symétrie qui est chirale, vous ne pouvez pas écrire un terme de masse pour l'électron. Donc le terme de masse de l'électron est parfaitement compatible avec l'interaction électromagnétique, parce que je vous ai dit que l'interaction électromagnétique était vectorielle, elle ne faisait pas de distinction entre la droite et la gauche, mais les interactions faibles, elles, voient une différence entre droite et gauche. Donc un terme de masse est incompatible avec la symétrie associée aux interactions nucléaires. Allez-y. Oui, il a une masse, effectivement, qui est beaucoup plus faible que la masse de l'électron. Et donc ça, c'est une des questions. Mais non, pourquoi l'électron a une masse différente du neutrino? Effectivement, c'est une brisure de cette symétrie qui échange électron et neutrino. Mais le terme de masse lui-même de l'électron pose problème, en fait, avec la symétrie. Donc il y a deux problèmes. Le fait que les deux particules ont des masses différentes, mais aussi le simple fait que l'électron ait une masse qui est non nulle n'est pas compatible avec cette distinction droite-gauche. Donc ça, c'était effectivement un problème qui a attisé la curiosité des physiciens depuis les années 60. Ils ne comprenaient pas. Effectivement, il y avait ce beau modèle des interactions faibles qui faisait une symétrie entre électrons et neutrinos. Et d'un autre côté, on mesure la masse de l'électron, et ce n'est pas compatible avec cette symétrie chirale. Et donc c'est là que M. Higgs, entre autres, est arrivé et a proposé en fait une explication simple qui est associée à cette notion de brisure spontanée de symétrie, qui vous dit simplement que les forces à longue distance ne sont pas forcément les mêmes que les forces à petite distance. Et donc les masses des particules ne sont générées en fait qu'à faible énergie. Par exemple, si vous remontez dans l'histoire de l'univers, lorsque la température de l'univers était très élevée, donc on avait beaucoup d'énergie, effectivement, l'électron est une particule qui n'a pas de masse. Simplement, lorsqu'on refroidit l'univers à des températures qui sont de l'ordre de 10 puissance 16 degrés Celsius, des températures de l'univers 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang, donc il faut remonter loin dans le temps. Mais, on a atteint ces conditions-là, effectivement. Et donc, dès que l'univers passe en dessous de ces températures, il y a effectivement ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie et qui génère la masse de l'électron. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de brisure de symétrie? Qu'est-ce que c'est qu'une petite distance? Est-ce que les distances moléculaires sont des petites distances? Non, Parce que quand vous parliez de chiralité dans la vie, on est sur des macromolécules. voilà. Donc, ici, effectivement, donc, ce que j'appelle petite distance, ça va être des distances de l'ordre de 10 puissance moins 17 mètres. Donc, 10 puissance moins 10 mètres, effectivement, les distances intramoléculaires ou les différentes distances atomiques, pour moi, ce sont des grandes distances. Et donc, comment se fait-il qu'on puisse se poser la question de l'explication de la chiralité dans le vivant à partir de la chiralité C'est justement, il faut faire le passage de 10 puissance moins 17 mètres qui va être une bonne description de toute la physique, effectivement, à partir de ces symétries. Donc, toutes ces symétries dont je vous ai parlé, ce sont des symétries qui existent à des énergies grandes ou à des petites distances donc plus petites que 10 puissance moins 17 mètres. Entre 10 puissance moins 17 mètres et, disons, 10 moins 10, ou même en distance macroscopique, en fait, la symétrie SU2, enfin la symétrie qui échange
l'électron et le neutrino est brisé, et il ne reste plus que la symétrie électromagnétique qui change la phase des fonctions d'onde. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de brisure spontanée de symétrie ? Simplement, ça nous dit qu'en fait, le vide, donc qui est le vide quantique, qui est l'état de plus basse énergie, de plus faible énergie, c'est pas quelque chose qui est complètement dépeuplé, tout simplement parce que le potentiel de ces différentes particules, en fait, il a un maximum à l'origine, et au-delà de l'origine, il a en fait une valeur qui est plus faible, donc on minimise l'énergie, donc on va au-delà de l'origine, et dans ce cas-là, effectivement, on remplit. L'origine de l'espace des phases, en fait. Donc on a certaines particules, vous donnez ce qu'on appelle une valeur moyenne dans le vide. Donc si on prend la température, par exemple ici, ça serait température 0, et là, c'est une température qui est non nulle. Donc ici, ce n'est pas vraiment la température qu'on mesure, mais c'est simplement ce qu'on appelle la valeur moyenne dans le vide d'un champ qu'on appelle le champ de Higgs. Donc ce champ de Higgs comporte une énergie. Il a une énergie qui est non nulle ici, qui est positive, et il a une énergie qui va être beaucoup plus faible lorsqu'on va atteindre le minimum du potentiel. Et donc c'est pour ça qu'en fait l'univers ne correspond pas à une valeur moyenne du champ de Higgs qui est nulle, qui serait ici, mais il correspond à une valeur moyenne du champ de Higgs qui se trouve ici. Donc on a mesuré la valeur de ce champ-là, qui est partout la même dans tout l'espace-temps, en fait. C'est un champ scalaire qui est associé à une nouvelle particule, qui est exactement le boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, c'est une manifestation de ce champ. Le boson de Higgs, c'est simplement l'excitation de ce champ au-delà de sa valeur moyenne. Donc, okay. Allez-y. Hein. Donc tout ça, c'est effectivement, c'est un phénomène qui se passe, comme je l'ai dit, 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang. Donc, lorsque vous avez des températures qui sont plus chaudes que 10 puissance 16 degrés Celsius, le potentiel a une forme différente qui fait que le minimum de ce potentiel est à l'origine. Vous refroidissez l'univers, et le potentiel change de forme, et il prend effectivement cette forme ce qu'on appelle chapeau mexicain, en fait, qui effectivement qui a une valeur moyenne non nulle au-delà de l'origine. 10 puissance moins 10 secondes après le but. Alors, on ne connaît pas encore exactement, parce qu'on n'a pas pu prendre de photos de cette époque-là, mais on va y arriver peut-être avec des détections d'ondes gravitationnelles, dont Géraldine va vous parler plus tard. Donc, on ne connaît pas exactement encore avec exactitude quelle est la dynamique de ces transitions de phase. Une transition de phase, c'est un peu comme lorsqu'on fait bouillir de l'eau. On part d'un état liquide, on passe à un état gazeux. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, a priori, dans l'univers à ces époques-là. On change de phase dans l'univers. Donc, quelle est la dynamique de ces transitions de phase ? C'est encore une question qui reste ouverte. On a besoin de données expérimentales pour savoir vraiment comment ça s'est passé. Okay. Et donc, effectivement, ce qui est responsable de cette brisure de symétrie, c'est le boson de Higgs. Donc, il a été postulé en 1964 et finalement découvert en 2012 au grand collisionneur de protons au CERN ou à Genève. Donc, qu'est-ce qu'on a vu exactement en 2012 ? On a vu pour la première fois, on a pu produire en fait ce boson de Higgs. Donc, le boson de Higgs, c'est une particule élémentaire. C'est une particule élémentaire qui est instable. En fait, on passe beaucoup de temps à essayer de la produire et elle se désintègre en 10 puissance moins 22 secondes. Donc on ne voit pas directement le boson de Higgs. Ce qu'on voit, ce sont les produits de désintégration du boson de Higgs. De la même façon qu'en fait, on n'a jamais vu de dinosaures. On voit simplement les débris des dinosaures. On voit les os qui restent. Ici, c'est la même chose. On voit en fait les ossements du boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, il a tendance à se désintégrer, par exemple, en deux photons. Donc ce qu'on voit dans le détecteur. Un détecteur, c'est un
grand appareil photo, en fait. Ce qu'on va voir, ce sont 2 photons. Alors là, toute la difficulté, c'est en fait d'arriver à distinguer les photons qui sont produits de la désintégration du boson de Higgs, d'autres photons qui sont produits par d'autres phénomènes. Alors, ces photons, ils sont associés à l'énergie qui est contenue dans le boson de Higgs. Le boson de Higgs, il a une masse qui est de l'ordre de 125 fois la masse du proton. Donc, effectivement. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit dans les détecteurs. On collecte tous les photons qu'on observe dans les détecteurs et on reconstruit au cours du temps les propriétés cinématiques de ces... Je vais refaire ça, peut-être. Voilà. Donc ça, chaque point ici, ça correspond à un certain nombre de photons qu'on observe. Et ce qu'on va voir, c'est une accumulation en fait, de photons à une énergie de l'ordre de 125, ce qu'on appelle 125 gigaélectronvolts, qui correspondent à la masse de ce boson de Higgs. Donc c'est ça qui a été observé. Et l'observation du boson de Higgs, c'est voir cette petite bosse autour du bruit de fond qui correspond aux autres photons qui sont produits par les autres interactions. Donc ça, c'est un des modes d'observation du boson de Higgs, la désintégration en 2 photons. Il y a un autre mode de désintégration qui a été observé lorsque le boson de Higgs se désintègre en 2 bosons Z. Qui sont finalement, pourquoi les photons et les Z? Simplement parce que ce sont des objets qui sont relativement faciles à identifier dans les détecteurs. Et donc à isoler le signal du bruit de fond. Et là encore, on voit effectivement une bosse apparaître à des masses de l'ordre de 125 GeV. Alors, d'abord, il faut un bon appareil photo. Et ensuite, c'est un événement qui est relativement rare. Il faut grosso modo collisionner. Donc, qu'est-ce qui se passe au LHC? On prend deux protons, on leur donne suffisamment d'énergie. Et s'ils ont suffisamment d'énergie, ils peuvent pouvoir espérer produire un boson de Higgs. Le problème, c'est que cette production d'un boson de Higgs, c'est un phénomène rare qui se produit une fois sur tous les 10 milliards de collisions, quoi. Donc il faut arriver à identifier vraiment ce signal sur un bruit de fond qui est gigantesque, quoi. Donc il y avait deux défis. C'est d'abord atteindre les énergies suffisantes pour pouvoir produire le boson de Higgs. Et le second problème, c'est effectivement distinguer le bruit de fond du signal, quoi. C'est simplement la production de 2 bosons de Z à partir de la collision de gluons. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, on collisionne des protons. Donc, les protons, ce n'est pas des particules élémentaires. Les protons, ils sont faits de quarks, up et down. Et ils sont aussi faits de gluons. Les gluons, c'est simplement les particules qui sont échangées entre les quarks. Et donc là, effectivement, le mode de production dominant de ce boson de Higgs, c'est ce qu'on appelle une fusion de gluons. Donc là, il faut imaginer que ces gluons, ils sont en fait contenus dans les protons. Donc vous avez deux protons qui collisionnent. Vous prenez des gluons qui sont à l'intérieur de ces protons. Le gluon lui-même n'interagit pas avec le boson de Higgs, mais il interagit avec le quark top. Et le quark top va directement produire le boson de Higgs. Alors pourquoi on a besoin de passer par le quark top? C'est simplement que les couplages, donc la force d'interaction entre le boson de Higgs et les particules élémentaires, est proportionnelle à la masse des particules. Je vous ai expliqué tout à l'heure que vous ne pouvez pas écrire un terme de masse de l'électron parce qu'il est interdit par les symétries. Vous pouvez produire une masse de l'électron lorsqu'il va interagir avec le boson de Higgs. Et donc c'est pour ça que les interactions des particules avec les bosons de Higgs sont proportionnelles à la masse de ces particules. Donc si vous interagissez, si vous avez des électrons à votre disposition, ils vont interagir faiblement avec le boson de Higgs parce que la masse de l'électron est faible. Vous avez besoin de particules très lourdes. Ces particules très lourdes vont avoir une interaction qui est relativement élevée avec le boson de Higgs. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de quark top. Quark top, c'est la particule élémentaire la plus lourde. Le problème du quark top, c'est qu'il n'existe pas dans la nature. Il faut le produire, quoi. Donc, comment le quark top est produit? Il est produit par des interactions entre gluons, quoi. Donc effectivement, c'est un problème assez complexe de produire un boson de Higgs. C'est un problème complexe et qui disparaît rapidement, quoi. 10 puissance moins 22 secondes. Mais on est sûr d'avoir produit ce boson de Higgs parce qu'on voit ces petites bosses-là. Ça, c'est une signature claire du boson de Higgs. Voilà.
Mais comme je vous ai dit, on peut produire ici, on peut produire deux bosons Z sans passer par l'intermédiaire d'un boson de Higgs. Donc, il faut effectivement distinguer le signal ici, du bruit de fond. Le bruit de fond, c'est en rouge, et le signal, il est en vert dans ce cas-là. Donc ça, c'est la découverte en 2012. Oh, pardon, oui. Si je comprends bien, c'est l'interaction avec un boson de Higgs qui explique la masse d'une particule. Oui. Ce que je comprends mal, c'est le boson de Higgs lui-même a une masse. Mhm. Il interagit avec lui-même ou... Exactement. C'est vrai? Oui. D'accord. Le boson de Higgs, c'est la seule particule, a priori, du modèle standard qui interagit avec lui-même. On dit parfois que les gluons interagissent avec eux-mêmes. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que lorsque les gluons interagissent, ils changent de couleur. En fait. Les gluons ont des couleurs aussi. Donc dans l'interaction entre différents gluons, ils changent de couleur. Le boson de Higgs, lui, il n'a pas de couleur et il interagit avec lui-même. Il produit sa masse, il produit sa propre masse. C'est un peu magique. Les journalistes parfois disent que le boson de Higgs, c'est une particule hermaphrodite, quoi. Alors, le boson de Higgs, c'est l'excitation en fait, du champ de Higgs. Mais le champ de Higgs, il remplit tout l'univers. C'est une sorte d'éther qui est là, qui est partout. Pourquoi il est partout dans l'espace-temps? Parce que c'est l'état d'énergie minimum, quoi. On économise de l'énergie en remplissant l'univers de cette substance de Higgs, quoi. Parce que, encore une fois, le potentiel a un minimum qui est au-delà de l'origine, quoi. Qui produit la masse, exactement. Donc le boson de Higgs, c'est l'excitation de ce champ-là. Mais ce champ, il est là partout dans l'univers et c'est lui qui produit la masse, en fait. C'est bon? Ce qu'il faut retenir, c'est ça, hein, c'est simplement dire que l'univers, en fait, symétrique lorsqu'on échange un électron et un neutrino, mais que cette symétrie-là est brisée spontanément par l'existence de ce champ de Higgs, quoi. Donc, il y a une symétrie, mais cette symétrie est brisée. Voilà. Et donc ça, c'était ce qu'on a fait il y a 10 ans, hein, vraiment la découverte de la production, de la désintégration du boson de Higgs. Entre-temps, on a eu accès à d'autres modes de production du boson de Higgs qui ont été observés au cours des 10 dernières années. Donc ça, c'est simplement ce qu'on observe c'est un résumé des mesures qui ont été faites. On produit le boson de Higgs par une fusion de boson W au Z, ou une production associée avec un boson Z, ou même une production avec deux quarks top. Donc c'est des événements qui sont de plus en plus rares, mais comme on a accumulé beaucoup de données, beaucoup de statistiques, on a eu accès à ces différents modes de production. Donc ça, c'est un résumé des choses. Et ce que ce graphe vous dit, simplement, ça, c'est les prédictions théoriques. Et ça, c'est les mesures expérimentales. Et on voit qu'effectivement, toutes les mesures expérimentales sont en bon accord, peut-être pas complètement, mais en bon accord avec ce qui est prédit théoriquement, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire? Pas complètement. D'abord, parce que le boson de Higgs, c'est vraiment une nouvelle particule complètement différente des autres particules qui avaient été observées auparavant, complètement différente de l'électron, du photon, etc. Et aussi parce que ce boson de Higgs, en fait, est associé à de nouvelles forces qui, là aussi, sont de nature différente des autres forces dont je vous ai parlé, différentes de las interactions électromagnétiques, des interactions nucléaires. Il n'y a pas de symétrie associée au boson de Higgs. Le boson de Higgs, il est là pour briser des symétries, en fait. Il n'est pas là pour augmenter les symétries. Aussi, l'intensité de la force, donc l'intensité des interactions du boson de Higgs avec les autres particules, avec l'électron, le quark, etc., c'est a priori une intensité qui est continue, contrairement à l'interaction électromagnétique où tout est quantifié en fraction de la charge électrique. En fait. La charge électrique de l'électron, c'est une quantité qui est quantifiée, quoi. Et aussi parce que cette nouvelle force, en fait, résulte vraiment de la structure du vide de l'espace-temps. C'est vraiment parce que l'espace-temps a ce potentiel bien particulier, avec une valeur moyenne non nulle, que vous observez ces forces associées au boson de Higgs. Et il y a encore d'autres questions dont on cherche la réponse. Donc,
je vous ai dit effectivement que le boson de Higgs était responsable de la masse, a priori, de façon théorique. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien vérifié. On sait maintenant que les interactions du boson de Higgs avec le W et le Z sont responsables de la masse du boson W et Z. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été établi par les mesures expérimentales au LHC. Et ce n'est pas anodin, hein, parce que la masse des bosons W et bosons Z, en fait, il détermine la durée de vie des étoiles. Si la masse était beaucoup plus faible, la masse du boson W et Z était beaucoup plus faible, le Soleil ne brillerait pas depuis 5000 ans. En fait. Tout l'hélium du Soleil serait brûlé très très rapidement. En fait. Donc, simplement parce que le boson W et le boson Z ont une certaine masse, de l'ordre de la centaine de la masse du proton, que effectivement, le Soleil peut briller 10 milliards d'années, 15 milliards d'années. De façon accessoire aussi, on se rend compte que la durée de vie des étoiles est de même ordre de grandeur que l'évolution typique de la vie. En fait. Il faut grosso modo 1 milliard d'années pour que la vie puisse émerger. Donc, est-ce que c'est un accident en fait? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la durée de vie des étoiles et cette échelle de temps pour l'émergence de la vie? Ça, c'est une question qui reste ouverte aussi et qui finalement peut être vue comme simplement une interaction entre le boson de Higgs et ces bosons W et Z. Donc ça, disons, pour une bonne partie, on a la réponse à cette question-là. Il y a d'autres questions beaucoup plus ouvertes encore. Par exemple, est-ce que l'interaction de l'électron avec le boson de Higgs est responsable de la masse de l'électron? Ça, on ne sait pas encore. Effectivement, on a une bonne explication de façon théorique. Moi, je suis un théoricien, effectivement. Je sais écrire une théorie qui génère la masse de l'électron simplement à partir de l'interaction avec le boson de Higgs, mais ça reste une hypothèse purement théorique. On n'a pas encore d'évidence expérimentale de ce fait-là. Et là aussi, c'est important, hein, parce que la masse de l'électron, ça détermine la taille des atomes. La taille des atomes, ça détermine la taille de l'univers. Donc, il est important de savoir si oui ou non la masse de l'électron est bien engendrée par les interactions entre l'électron et le boson de Higgs. Parce que c'est une taille relative en fait. Simplement, vous avez besoin d'une échelle de distance pour pouvoir mesurer la taille de l'univers. La taille, c'est une quantité qui a une dimension, donc il vous faut une échelle de référence. Ça va être mesuré. La taille de l'univers, elle va être mesurée par la taille des atomes. En fait. Donc ça, le LHC, hein, le collisionneur actuel au CERN, ne pourra pas répondre à cette question, parce qu'on n'arrivera jamais à mesurer le couplage du boson de Higgs à l'électron. C'est un couplage qui est beaucoup trop faible, simplement parce que la masse de l'électron est beaucoup plus faible que la masse du W, la masse du Z ou la masse du proton. Donc l'interaction est trop faible pour pouvoir être mesurée au LHC. Donc on aura besoin d'un collisionneur plus puissant, avec beaucoup plus de statistiques, pour pouvoir avoir accès à ces interactions entre l'électron et le boson de Higgs. De la même façon, le LHC n'arrivera jamais à mesurer le couplage du boson de Higgs aux quarks up et down, qui sont finalement les constituants élémentaires de la matière nucléaire. Les protons et les neutrons sont formés de quarks up et down. Et là aussi, c'est important parce que donc, le proton, c'est 2 quarks up et 1 quark down. Le neutron, c'est 1 quark up et 2 quarks down. Et ces quarks up et down, ils ont des masses presque égales, mais un petit peu différentes. Ce qui fait qu'en fait, le neutron est plus lourd que le proton, et donc le neutron peut se désintégrer en proton, comme je vous ai parlé des intégrations bêta. Simplement, quand on regarde les masses, les masses des quarks up et down, en fait, on s'attendrait à l'inverse. On s'attendrait à ce que le proton soit plus lourd que le quark down. Donc, normalement, le proton devrait se désintégrer, ce qui voudrait dire qu'en fait, il n'y aurait pas la possibilité de former des noyaux, donc pas possibilité de former d'atomes. Donc c'est simplement, encore une fois, c'est l'interaction entre le boson de Higgs et ces quarks up et down qui vont être responsables finalement de cette hiérarchie de masse entre le proton et le neutron qui vont assurer la stabilité de la matière. Donc comment on peut être sûr que la matière est stable? Mais pour ça, il faut comprendre en détail les interactions du boson de Higgs avec ces quarks-là. Et encore une fois, ça, c'est des informations auxquelles nous n'aurons pas accès
avec les collisionneurs actuels. Il faudra un autre collisionneur pour pouvoir avoir ce genre d'informations-là. Donc ça, c'est encore une question effectivement en suspens. Il faudra attendre, il faudra patienter un petit peu pour avoir la réponse à ce genre de questions. L'autre question importante, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang. Donc, je vous ai parlé de cette transition de phase. On passe d'un état où effectivement on a une symétrie entre électrons et neutrinos à un état où on n'a plus qu'une symétrie électromagnétique. Mais les détails de cette transition de phase sont liés effectivement à la façon dont le boson de Higgs couple avec lui-même, donc la façon dont le boson de Higgs acquiert cette masse. Ça va déterminer si cette transition de phase est du premier ordre, donc est-ce qu'il y a formation de bulles comme lorsqu'on fait bouillir de l'eau, ou est-ce que c'est une transition de phase continue. Ça encore, on ne sait pas. On aura besoin de mesurer cet autocouplage du X. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire au LHC. On arrivera à une certaine précision, mais on ne pourra pas répondre avec certitude à la question de savoir si cette transition de phase est du premier ordre ou non, quoi. Donc on aura besoin, encore une fois, d'un nouveau collisionnaire ou d'autres expériences, comme effectivement la détection d'ondes gravitationnelles pour pouvoir remonter aux premiers instants de l'univers, disons. Il y a une autre question importante. Pardon. Oui. Quel type d'autres collisionneurs vous parlez? Parce que je vais parler rapidement à la fin. Ouais. Ah, d'accord, parce qu'au CERN, ils augmentent la puissance de plus en plus pour pouvoir trouver d'autres Mais particules. on a besoin d'avoir... Et vous dites que c'est trop faible. Le LHC, le collisionneur actuel, a une énergie qui est limitée. On ne pourra pas atteindre les énergies dont on a besoin pour pouvoir répondre à ce genre de questions-là. Et une dernière question, encore en suspens, liée aux interactions du boson de Higgs, c'est de savoir si finalement les interactions du boson de Higgs violent une symétrie entre matière et antimatière. Donc ça, c'est une symétrie dont je ne vous ai pas parlé, mais effectivement, lorsque vous écrivez les équations, disons, du modèle standard, la plupart de ces équations sont invariantes lorsque vous changez matière à antimatière. Donc ce qu'on appelle matière ou antimatière, c'est arbitraire, en fait. Lorsque vous combinez relativité d'Einstein et mécanique quantique, on vous dit qu'il y a une symétrie entre matière et antimatière. Il y a certaines interactions qui peuvent briser cette symétrie, et c'est pourquoi finalement l'univers est rempli de matière et pas d'antimatière. Normalement, après le Big Bang, on doit former autant de matière que d'antimatière, et ensuite il y a une aliénation entre matière et antimatière pour former de l'énergie, quoi. Mais il y a eu un surplus de matière qui fait que maintenant, il ne reste que de la matière dans l'univers. Et donc, ce surplus de matière pourrait être lié à cette violation de symétrie entre matière et antimatière dans les interactions du boson de Higgs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est testé actuellement au LHC, mais qui va aussi faire l'objet de futures expériences ou futurs collisionneurs. Allez-y. Non, elle résulte, c'est-à-dire qu'elle existe, cette interaction du boson de Higgs, donc cette nouvelle force associée simplement à l'échange d'un boson de Higgs, de la même façon que l'électromagnétisme, c'est l'échange d'un photon. Là, vous avez une nouvelle force qui est liée à l'échange d'un boson de Higgs. Et cette force existe simplement parce que le vide a une structure non triviale. En fait. C'est vraiment parce qu'il y a un minimum qui n'est pas positionné à l'origine. Non. Voilà. Enfin, la force qui est liée à l'échange de boson de Higgs est là parce qu'effectivement, il y a une structure non triviale du vide, quoi. Donc, si vous remontez effectivement aux premiers instants de l'univers, allez-y. Bien sûr. Si vous remontez dans les premiers instants de l'univers où il n'y a pas cette brisure de symétrie, il n'y a pas de force associée à l'échange d'un boson de Higgs, quoi. Cette nouvelle force apparaît effectivement uniquement après la brisure électrofaible, donc 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang. On a beaucoup d'hypothèses encore, on a beaucoup de théories, et c'est quelque chose qui doit être confirmé expérimentalement. Ouais. C'est une question ouverte, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des expériences, savoir quelle est la bonne réponse. Donc, juste pour résumer en fait les questions importantes liées au boson de Higgs, savoir si le boson de Higgs a une taille qui est une taille finie ou pas, on ne sait pas.
est-ce que les atomes sont stables ou non? Ben ça, c'est lié effectivement aux interactions du boson de Higgs avec les quarks et les leptons légers. Le Higgs a-t-il permis la création de la matière de l'univers? Donc ça, c'est relié effectivement à cette question de savoir si les interactions du boson de Higgs brisent cette symétrie entre matière et antimatière. Et enfin, quelle est vraiment la dynamique de la transition de phase? Est-ce que le Higgs a fait bouillir l'univers ou non? Est-ce qu'il a permis la création de bulles? Et donc, pour répondre à ce genre de questions, on a effectivement besoin de nouveaux collisionneurs après le LHC. Et donc là, on a différentes options. On peut continuer à collisionner des protons, des hadrons. On peut faire des collisions de leptons, donc d'électrons, des anti-électrons. Et on peut faire des accélérateurs qui sont circulaires ou linéaires. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients dans chacune de ces options. Ce genre de choses ont été débattues. J'ai tout laissé en anglais parce que c'est vraiment des choses un peu techniques. Et c'est des choses qui sont vraiment débattues par les physiciens. Il y a vraiment ceux qui préfèrent collisionner les protons, d'autres qui préfèrent les électrons et les positrons. Il y a des avocats, des collisionneurs linéaires, des collisionneurs circulaires. Il n'y a pas de bonne réponse. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on doit observer, il n'y a pas de bonne réponse. En fait. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Simplement pour vous dire qu'il y a quand même des défis. Il y a des défis technologiques. Par exemple, on va atteindre des énergies qui sont 10 puissance 13 fois plus élevées que l'énergie qui est contenue dans des piles que vous pouvez acheter au supermarché, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va prendre 10 puissance 13 piles et les mettre les unes à côté des autres, parce que ça serait des distances qui sont beaucoup trop grandes. Il y aurait besoin des distances au-delà des distances Terre-Soleil, par exemple, pour faire ça. Donc, il faut vraiment arriver à condenser l'énergie, à distribuer cette énergie au sein des protons. Quoi. De la même façon, on a besoin de champs magnétiques, en fait, parce que si on a des accélérateurs circulaires, on a besoin de courber les particules, de les maintenir sur des trajectoires circulaires. Donc pour ça, on a besoin d'aimants. Et là encore, ce n'est pas les aimants que vous achetez dans les supermarchés pour coller quelque chose sur votre tableau. Quoi. On a besoin d'aimants qui sont de l'ordre de 10 puissance 10 000 fois plus élevés que les champs magnétiques produits par les aimants de la vie de tous les jours. Densité. La densité d'énergie. Il faut condenser toute l'énergie au sein d'un proton et d'un neutron. Et donc, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu des tas de discussions au cours des 2 dernières années. Et il semble qu'il y a un consensus qui est émergé au sein de la communauté scientifique, au moins au niveau européen, qu'il faut vraiment construire après le LHC, il faut construire une usine, ce qu'on appelle une usine à boson de Higgs, pour produire le plus possible de bosons de Higgs afin d'étudier les propriétés élémentaires de ce boson de Higgs. Et la question qui reste un peu en suspens, c'est savoir si on veut un accélérateur linéaire ou un accélérateur circulaire. Donc pourquoi linéaire et circulaire? Il y a des avantages et des inconvénients à ces deux options. Linéaire, vous pouvez toujours agrandir votre accélérateur, c'est-à-dire vous commencez avec un accélérateur qui est relativement petit, une trentaine de kilomètres, et puis après, vous pouvez grandir un peu votre tunnel et rajouter des parties à votre accélérateur, donc comme ça, vous augmentez l'énergie. L'autre avantage des accélérateurs linéaires, c'est que si on prend un électron et un positron, vous pouvez en fait les polariser de la même façon qu'il y a la polarisation de la lumière. Vous pouvez polariser l'électron et le positron, et ça a des avantages. Vous pouvez vraiment sélectionner le signal par rapport au bruit de fond, donc augmenter le signal, diminuer le bruit de fond avec la polarisation. Mais il y a des inconvénients, les accélérateurs linéaires, qui sont comblés par les accélérateurs circulaires, parce que simplement, les accélérateurs circulaires, vous pouvez garder votre faisceau. Le faisceau, il va circuler dans votre accélérateur, donc vous ne perdez pas. Un accélérateur linéaire, vous accélérez une fois, et ensuite, ou bien il y a une collision, ou bien il ne se passe rien, et vous perdez votre électron et votre positron. Dans l'accélérateur circulaire, il tourne en rond, quoi. Et aussi un autre avantage de ces accélérateurs circulaires, c'est que c'est plus facile en fait à opérer à plus basse énergie. Donc vous pouvez faire des mesures de précision à plus basse énergie et répondre à d'autres questions intéressantes aussi. Sur le boson Z par exemple. Et donc ça c'est un schéma qui effectivement résume un peu tous les projets d'accélérateurs dans le monde après le LHC. Il y a un accélérateur linéaire qui est débattu au Japon. Il y a un autre accélérateur circulaire en Chine.
Et finalement, il y a différents projets au CERN pour remplacer ensuite le LHC. Il y a un grand accélérateur circulaire avec des électrons et des positrons qui seront ensuite remplacés dans le même anneau par des protons pour atteindre des énergies qui sont en gros 10 fois plus élevées que l'énergie du LHC. Donc ça, on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer, hein, parce que chacun de ces projets coûte environ 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Il y a toujours des discussions qui sont en cours. Ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les échelles de temps, finalement. Ce n'est pas des projets qui se feront demain, mais on a besoin de planifier dès aujourd'hui, en fait, ce que les physiciens, Donc là, ce que j'ai dit 10 milliards, c'est grosso modo le coût de construction. Effectivement, il y a le tunnel lui-même qui coûte 4 à 5 milliards, parce que c'est un tunnel qui va faire une centaine de kilomètres. Je vais vous montrer une photo à la fin. Et ensuite, le coût de fonctionnement, il y a le coût énergétique. Effectivement, on a besoin de beaucoup d'énergie. C'est de l'ordre, grosso modo, avec les salaires des physiciens qui travaillent dessus, c'est de l'ordre de 1 milliard par an. C'est le budget du CERN, c'est 1 milliard d'euros par an. Et voilà. Et donc, c'est la photo finale, effectivement. Donc ça, c'est l'anneau du LHC. Donc, c'est un anneau qui fait 27 km. Donc, actuellement, effectivement, vous avez des protons et des antiprotons qui sont collisionnés dans cet anneau-là. Et ça, c'est le projet de grand accélérateur circulaire du futur au CERN qui fait 100 km, grosso modo 100 km, qui va passer sous le lac Léman, passer sous les montagnes, etc. Et ça va permettrait de répondre à certaines des questions qui restent en suspens sur le boson de Higgs. Donc pour comprendre ce qui s'est passé dans l'univers 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang, ça peut être l'un des objets dont on aura besoin. Voilà. Après les bosons de Higgs, est-ce qu'il y a encore des nouvelles particules avec nous? Probablement. Disons que le boson de Higgs permet effectivement de comprendre la structure de la matière jusqu'à ces échelles de 10 puissance moins 17 mètres. Et à des distances plus faibles, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On en soupçonne, en particulier, il y en a une qui est importante, qu'on appelle l'échelle de Planck, qui est l'échelle en fait, à laquelle il va falloir combiner les lois de la gravitation avec les lois de la mécanique quantique. Donc, je vous ai parlé des 3 interactions fondamentales. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de gravitation. La gravitation, c'est une force qu'on peut complètement négliger lorsqu'on parle d'interaction entre les particules, entre les quarks, les électrons, etc. C'est une force qui est ridiculement faible. Mais cette force-là, en fait, va avoir tendance à croître comme l'inverse de la distance au carré. Donc lorsqu'on va atteindre des distances vraiment petites, la force d'interaction gravitationnelle va devenir aussi importante que la force électromagnétique, par exemple. Et donc, à quelle distance, en fait, on ne peut plus négliger la gravitation. Ce sont des distances de l'ordre de 10 puissance moins de 33 cm. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'y arrivera pas sur Terre. En fait. On n'arrivera pas à construire de collisionneurs qui vont sonder la matière sur ces échelles de distance-là. Donc il faut trouver de nouvelles pistes. Peut-être, effectivement, en observant, par exemple, les trous noirs, les collisions de trous noirs pourraient nous renseigner sur le comportement de la gravitation à ces petites distances-là. Donc oui, on sait qu'il y aura des nouvelles choses à découvrir. Est-ce que c'est des choses qu'on pourra découvrir, nous, sur Terre, faire des expériences? Ça, on ne sait pas encore. Sur les 10 dernières années, il a été détecté combien de fois? Donc, grosso modo, si on calcule la production d'un boson de Higgs, on a produit environ 1 million de bosons de Higgs depuis ça. Avec des collisions de protons et d'électrons. De protons. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a observé tous les bosons de Higgs qui ont été produits. Parce qu'encore une fois, il faut distinguer le signal du bruit de fond. Donc ça veut dire qu'en fait, on va perdre des tas d'événements. En fait, parce qu'on va sélectionner de façon assez fine environ 1 millier. Oui, donc le boson de Higgs, c'est une particule qui revient assez cher. Mais si vous avez regardé rapidement sur un des transparents ici, je vous ai donné le coût de production d'un boson de Higgs au futur collisionneur dont je vous ai parlé, le futur collisionneur. Donc, ça va revenir à quelque chose comme 250 €
par un boson de Higgs qui va être produit. Et dans ces collisionneurs d'électrons avec des électrons-positrons, tous les bosons de Higgs qui sont produits peuvent être observés dans les détecteurs, quoi. On ne va rien perdre là. Voilà. Bon. On va en produire environ 1 million aussi. Donc, oui. Pour l'instant, sur Terre, c'est le seul endroit où on a produit des bosons de Higgs. Ouais. Les quarks top dont je vous ai parlé, on en a produit aussi aux États-Unis. Le laboratoire Fermilab était le premier laboratoire au monde à produire le quark top, par fusion de gluons essentiellement. Mais le boson de Higgs reste une Oui, une question triviale. Toutes ces expériences, etc., c'est pour connaître la matière, enfin développer la connaissance, etc. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont une optique d'application, je ne sais pas, de type laser, enfin, oui, d'application industrielle? C'est encore trop tôt pour le dire. Ça. Il faut d'abord comprendre effectivement les propriétés de ces objets-là, savoir arriver à les manipuler. Toute la difficulté, c'est effectivement que ces particules, elles ont des durées de vie qui sont infiniment faibles, quoi. Donc, est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose avec un objet qui a une durée de vie très faible? Ça pourrait être utile, par exemple, pour transmettre de l'information, pour la cryptographie ou des choses comme ça. Oui, certainement. Parce que c'est des objets rares. Dès qu'on... Ouais. Avec la mécanique quantique, c'est le futur de toute la cryptologie, quoi. il y a des algorithmes, en tout cas, qui... mais pour répondre à cette question, lorsque l'électron a été découvert, tout l'électromagnétisme, etc., il y a des politiciens qui sont venus dans les laboratoires, ils lui ont demandé à quoi ça sert, tout ça. On a dit, moi je ne sais pas, mais je sais qu'un jour vous arriverez à prélever des impôts dessus, quoi. Ça, c'est paradis. Voilà. J'ai une question. Vous avez dit que le boson de Higgs, il avait une période de désintégration de 10,22 secondes. Est-ce que c'est la particule qui a la période de désintégration la plus faible de toutes les particules qu'on connaît? Il faudrait regarder dans les tables, je ne suis pas sûr, en fait. C'est certainement la particule élémentaire. Ensuite, il y a d'autres particules qui sont des composés de quarks, etc., qui peuvent avoir des durées de vie plus courtes. Ouais. Comme particules élémentaires, oui. Au moins les particules élémentaires qu'on connaît pour l'instant. Comment calcule-t-on la date de création de l'univers? Comment remonte-t-on dans le temps? Ça, c'est bon. Le Big Bang, c'est une singularité de l'espace-temps. Donc, effectivement, il y aurait un temps zéro, mais comme je vous dis, on ne connaît pas les lois de la physique sur des petites distances, donc sur des petites échelles de temps. On ne sait pas exactement comment la matière, comment l'énergie se comporte. Donc, c'est quelque chose d'un peu arbitraire. Simplement, on sait, grosso modo, après ces 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang, on connaît toute la physique qui va avec. Donc là, on peut remonter le temps, aujourd'hui, jusqu'à 10 puissance moins 10 secondes, peut-être 10 puissance en énergie, donc en distance, 10 puissance moins 20 mètres, ça on peut faire. Après, on ne sait pas faire, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave si on décale le début de l'univers de 10 puissance moins 20 secondes, ça n'a pas grande importance, quoi. Mais quelle est la notion de temps? Comme je vous ai dit, c'est la notion d'espace-temps qui est à revoir en fait à ces échelles de distance ou ces échelles de temps, quoi. Donc, peut-être que oui, l'échelle linéaire, c'est sans doute pas approprié. Il faudra une échelle logarithmique, et donc le log de 0, c'est moins l'infini. Donc, il n'y a pas forcément un début dans l'univers, quoi.
Monsieur Higgs est toujours vivant et il vit à Édimbourg. Hein. Donc il a... oui, non, c'est vrai. Pour être complètement honnête, il y a deux autres chercheurs belges, Braut et Angler, qui ont proposé plus ou moins la même théorie. C'est une injustice de garder le nom de Higgs, c'est pas les Braut et Angler, mais de toute façon ils ont eu tous les deux, parce que Braut est mort entre-temps, mais Higgs et Angler ont eu tous les deux le prix Nobel. Ouais. Après, c'est des découvertes scientifiques, donc effectivement, il y a un ou deux papiers qui ont su cristalliser les idées, mais c'est vraiment un travail de fond d'une communauté. Il est tout seul, il a écrit le boson de Higgs. Ah, la découverte du boson de Higgs. Donc ça, c'est des expériences. Il y a eu deux collaborations, donc deux collaborations expérimentales, Atlas et CMS, et chaque collaboration, environ 3000 personnes impliquées dedans. Pour les personnes qui ont construit les détecteurs, ensuite qui ont fait les analyses expérimentales. Aujourd'hui, quel est le Graal définition il y a plusieurs physiciens, donc il y a plusieurs Graals. Effectivement, le but ultime, c'est d'arriver un peu à comprendre, c'est d'obtenir une description quantique de la gravitation, qui permettrait effectivement de remonter plus proche du Big Bang. Mais après, le physicien, il est ouvert à toute découverte surprenante aussi. Hein. La physique reste une discipline expérimentale, donc il faut faire des expériences et ensuite essayer de comprendre effectivement ce qu'on observe. Donc Géraldine voulait vous parler, le temps passe, mais vous voulez aussi vous parler un peu d'ondes gravitationnelles. Vous avez encore de l'énergie? Ils sont venus pour ça. Hein. Donc, oui. Effectivement, là, je vous parle de masse de particules et en même temps, je vous dis que la gravitation est complètement négligeable. Donc, ce qu'on appelle ici masse des particules, c'est en fait la masse inertielle, donc c'est la résistance au mouvement. Et effectivement, on a compris depuis Einstein que la masse inertielle, c'était la même chose que la masse gravitationnelle. C'est la même chose, mais qu'est-ce que c'est que la gravitation? Donc la gravitation, c'est une déformation de la courbure de l'espace-temps, en fait. Le fait d'avoir trouvé le boson de Higgs n'apporte rien? Non. Non. Madame, j'ai une question absolument très très bas de gamme. Combien de temps va durer votre conférence? Désolée, mais j'ai... Non, mais si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème, je ne serai pas vexée. Hein. Non, mais ça m'embête beaucoup. Mais... Non, si vous voulez y aller, pas de problème. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. familial, Pas de souci. Christophe a déjà dit beaucoup de choses, donc vous n'allez pas manquer grand-chose. Au revoir. Pas de problème. Oui, donc écoutez, j'avais quelques slides qui étaient un peu un résumé de ce qu'avait dit Christophe. Donc, il vous a présenté le modèle standard. Si vous allez au CERN, vous allez à la boutique du CERN, vous allez trouver ce beau t-shirt qui résume vraiment tout. Donc, toutes les lois qui régissent vraiment les particules élémentaires sont résumées en 4 lignes. Donc, la première ligne, c'est donc les forces, donc les bosons de jauge, la matière, et puis le fameux boson de Higgs, c'est la dernière ligne. Donc, il y avait eu cette question sur qu'est-ce qu'un champ, qu'est-ce que le Higgs. Donc, c'est un champ, de même que dans cette pièce, il y a un champ de température, un champ de pression, un champ gravitationnel. Il y a un champ de Higgs qui a la même valeur partout. Et cette valeur, elle est fondamentale. C'est vraiment elle qui va déterminer la masse des particules élémentaires.
la masse à la fois des bosons électrofaibles et des particules de matière. Donc, les particules de matière, elles interagissent entre elles en échangeant des bosons de jauge. D'accord ? Donc ça, c'est une façon de résumer la situation. Et pour le boson de Higgs, vous pourriez... Donc là, j'ai mis un photon. On pourrait mettre un boson de Higgs ici. Et en fait, les particules, les électrons acquièrent une masse en échangeant, enfin, disons, en parlant avec le boson de Higgs, le champ de Higgs. Donc, de même que vous avez peut-être appris à l'école, il y a une table périodique des éléments pour tous les atomes. On a aussi une table pour les particules élémentaires. Donc là, vous avez toutes les particules de matière. Là, ce sont les quarks, là, ce sont les leptons. Et les bosons de jauge sont dans cette colonne. Et le Higgs, il est spécial. Christophe l'a déjà dit, le Higgs, il est spécial. Il a sa colonne. C'est vraiment il est central, puisque c'est lui qui donne la masse à toutes ces particules. Et là, je voulais quand même résumer à nouveau la prouesse technique du collisionneur qui se trouve au CERN. Ça, ce graphe, il résume absolument toutes les mesures qui ont été effectuées pendant cette dernière décennie en particulier. Et le degré de précision, donc là, il y a une comparaison entre les prédictions théoriques et les mesures expérimentales. Donc là, c'est la mesure de l'incertitude par rapport à la prédiction théorique. Alors là, ce sont toutes les prédictions théoriques dans le modèle standard pour produire, par exemple, un photon, un W, un Z, une paire de top, antitop, une paire de photons. Et le Higgs, donc c'est ici. Il y a un excellent accord vraiment entre la théorie et les expériences, et c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a fallu plusieurs décennies pour construire ce modèle standard, mais il est vraiment prouvé avec une excellente précision. Voilà. Et vous voyez un peu cette colonne, en fait, elle décrit la probabilité de produire une certaine particule, un certain processus. Et vous avez vraiment une gamme vous voyez, plusieurs ordres de grandeur ici, des amplitudes très très différentes. On arrive à mesurer tout ça avec un excellent accord entre théorie et expérience. Voilà, bon, ça vous connaissez. Donc, ce sur quoi je voulais un petit peu faire le lien, c'est vraiment le lien avec l'histoire cosmologique. Donc, comme Christophe vous l'a dit, le Higgs, il donne une masse quand l'âge de l'univers est de l'ordre de 10 puissance moins 9 secondes, et ça revient ça a à peu près une température de l'ordre de 100 milliards de degrés. Donc, comment ça se passe ? Vous avez peut-être déjà vu cette photo. Aujourd'hui, on est ici. C'est l'univers aujourd'hui qui est très froid, très grand, très dilué. Et quand on remonte dans le temps, c'est de plus en plus chaud, de plus en plus dense. Donc ça, c'est le Big Bang. Et toute la période qu'on est en train d'explorer au LHC, donc au Grand Collisionneur de Hadron, ça se passe à peu près... on est en train de tester des phénomènes qui se produisent lorsque l'énergie est de l'ordre de ce qu'on appelle l'échelle 10 puissance 2 gigaélectronvolts, ce qui correspond à l'état de l'univers lorsqu'il avait 10-10 secondes. D'accord ? Donc on est en train d'explorer ça. Ça correspond donc à l'émission vous avez entendu parler de ce rayonnement fossile, le rayonnement fossile. Ensuite, quand vous allez un petit peu plus dans le temps, là c'est la formation des noyaux, ici la formation des nucléons, et donc ça c'est l'époque électrofaible. Donc cette fameuse transition de phase, quand le boson de Higgs va remplir l'univers avec cette valeur. Et c'est ça dont je voudrais un petit peu parler. Donc il y a eu cette question tout à l'heure sur le potentiel. Qu'est-ce que c'est que ce potentiel du champ de Higgs ? Donc Christophe vous a expliqué. Aujourd'hui, on a un potentiel de ce type-là, et on est ici, au minimum du potentiel. D'accord ? Et si vous remontez la température, donc ça, ces différentes lignes correspondent à différentes températures. Donc si vous réchauffez l'univers, vous allez vous retrouver ici, où le minimum d'énergie, en fait, il est là. Il y a juste, et la valeur du champ de Higgs est nulle. Donc quand la valeur du champ de Higgs est nulle, la masse des particules est nulle. La masse des particules est proportionnelle à la valeur du champ de Higgs. Donc dans l'univers primordial, il y a un minimum ici, et tout le monde est sans masse. Et à une certaine température, vous voyez, donc là c'est l'évolution du potentiel du champ de Higgs, à une certaine température, on a un deuxième minimum qui va se développer, et on va avoir cette fameuse transition de phase. D'accord ? Donc on peut faire une analogie
avec la transition liquide-vapeur, par exemple, où vous avez une nucléation de bulles. Et donc là, l'idée, c'est que vous pourriez avoir cette nucléation de bulles de champ de X. D'accord ? Donc à l'intérieur, vous avez une valeur non nulle pour le champ de X. À l'extérieur, vous avez une valeur nulle. Donc c'est cette période dans l'histoire de l'univers qu'on cherche à comprendre. Et pourquoi c'est intéressant, en fait, d'analyser cette transition de phase ? Il se pourrait qu'en fait, on puisse expliquer cette fameuse asymétrie entre matière et antimatière pendant cette transition. Oui ? Question ? Si le poids est proportionnel au champ de X, qu'est-ce qui fait que certaines particules soient plus lourdes que d'autres ? Très bien. En fait, la masse des particules, elle vient de la force, enfin la grandeur de l'interaction entre la particule et le champ de X. Donc, il y a si vous voulez, quand j'ai dit que c'était proportionnel, en fait, la constante de proportionnalité, donc la masse de la particule, ça va être un certain couplage fois. Vous voyez ? Ok. Non. Ah, ok. Disons, la masse est proportionnelle à H. Vous voyez pas du tout ? Ok. Voilà. La valeur du champ de X, je l'appelle grand H. Ok ? Et la masse, je l'appelle petit m. Et ça, c'est une constante que j'appelle mon couplage. Okay, donc, c'est proportionnel. M est proportionnel à H. Okay, et chaque particule a un Y différent. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'électron est beaucoup plus léger que le quark top. Le quark top, il a un grand Y et l'électron, il a un tout petit Y. Voilà, c'est tout. Donc cette valeur-là, okay, elle va, c'est ça. Et donc elle est la même pour tout le monde, et elle va déterminer la masse des particules. Donc maintenant, pourquoi on s'intéresse à cette période-là, cette fameuse transition de phase ? Ça pourrait être un joli scénario pour expliquer la symétrie matière-antimatière. Donc il y avait une question sur l'origine de la symétrie matière-antimatière. On vit dans un monde qui est dominé par la matière. Il n'y a plus d'antimatière. Toute l'antimatière a disparu. Et donc on voudrait comprendre pourquoi. Alors là, je vous montre juste un petit peu à quoi ça ressemblerait cette transition de phase. Donc vous avez cette nucléation de bulles, des bulles qui sont en expansion. Alors là, elles sont très lentes, mais en réalité, elles sont en expansion à la vitesse de la lumière. C'est vraiment... Elles sont très... Elles sont... Qu'est-ce qui donne naissance à des bulles ? Pourquoi un boule se naît quelque part ? Eh bien parce que énergétiquement, c'est vraiment l'état favorable de l'univers, puisque c'est un état de plus basse énergie par rapport... Donc vous calculez la probabilité de nucléer des bulles, en fait, vous pouvez faire ce genre de calcul, et vous pouvez simuler, donc là c'est une simulation, en fait ce que vous voyez là c'est le champ de vitesse, donc vous avez un plasma très très chaud de particules, toutes les particules du modèle standard sont en collision permanente, et elles sont sans masse, et à cette température critique, soudain elles vont acquérir une masse, parce qu'à l'intérieur de la bulle, le champ de X est non nul, à l'extérieur, il est nul. Donc vous avez à l'intérieur de la bulle des particules qui ont une masse, et à l'extérieur, elles ne l'ont pas. Et ensuite, à la fin de l'univers, enfin à la fin de la transition de phase, tout l'univers est converti dans la phase, ce qu'on appelle la phase brisée, c'est-à-dire dans la phase où le champ de X est le même partout. Donc dans tout l'univers, les particules ont une masse. Est-ce que c'est... clair, à peu près. Alors, en fait, en tant que physicien, on cherche à tester, on cherche vraiment des signatures. Et une des signatures, ça va être la production d'ondes gravitationnelles. C'est-à-dire, quand ces bulles vont rentrer en collision, ça va créer des ondes gravitationnelles. Quand l'univers avait 1 nanoseconde. Et ces ondes gravitationnelles, elles sont toujours là et on peut les détecter. Voilà, donc c'est l'équation d'Einstein ici. Enfin, c'est l'équation qui explique en fait ce qui se passe avec les ondes gravitationnelles. H, on va dire, c'est une onde gravitationnelle. Elles vont être produites par un terme de source. Et ici, le terme de source, c'est exactement ces collisions violentes entre des bulles. Ça, c'est, si vous voulez,
C'est l'équation de propagation d'ondes gravitationnelles. Donc, les courants, vous avez ce plasma très chaud, très dense, vous avez des courants qui sont induits par ces collisions de bulles. Il y a des champs magnétiques très forts parce que vous avez des particules avec des charges électriques, vous avez de la turbulence. Et tout ça, ça va créer des ondes gravitationnelles. Et au final, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une superposition d'ondes gravitationnelles. On appelle ça un fond stochastique d'ondes gravitationnelles. Et c'est ce qu'on aimerait détecter. Voilà. Donc ça, c'est un des liens très intéressants entre la physique des particules et la cosmologie. Et donc une possibilité de tester finalement le mécanisme de Higgs de manière complètement différente. Pas en utilisant un collisionneur de protons, mais en utilisant un détecteur d'ondes gravitationnelles. L'équation ultra simple, la création de la matière, de la masse, Oui. c'est pour la matière ou l'antimatière? Ah, pour les deux. Les deux? Oui. Quelle est la différence? Pas grand-chose, c'est-à-dire que le Higgs, il couple aux particules, aux antiparticules. Donc en fait, on a la masse de l'électron, la masse du positron, donc de l'antiélectron, c'est la même chose. Donc cette formule, elle est vraiment universelle. Oui. Oui, alors on est capable. Donc quand je dis qu'il n'y a plus d'antimatière, c'est faux. L'antimatière, on la produit dans nos collisionneurs. On produit des antiparticules. Il y a aussi des antiparticules qui sont produites dans l'atmosphère ou alors dans les rayons cosmiques. On produit de manière secondaire de l'antimatière. Mais l'antimatière primordiale, elle a disparu. Donc l'idée du Big Bang, c'est que vous allez avoir un plasma chaud de particules et d'antiparticules qui sont créées au départ. On penserait en quantité égale. Ces particules et ces antiparticules vont s'annihiler. Et donc, normalement, à la fin, il n'y a quasiment que des photons. C'est-à-dire que matière et antimatière s'annihilent. Et il ne devrait plus y avoir de matière, okay, ou vraiment très, très petite quantité. Or, on observe clairement de la matière et pas de l'antimatière, ce qui signifie qu'il y avait un excès, une petite asymétrie primordiale. C'est la seule façon de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Je voulais parler de ça un petit peu après. Alors je saute ça et j'y reviendrai. Voilà, donc, puisqu'il y a cette question, le boson de Higgs peut-il expliquer la disparition de l'antimatière? Donc c'est ce que je viens de vous dire. Au départ, on avait de la matière, de l'antimatière, quasiment les mêmes quantités, mais il y a un petit excès de matière. À la fin, il y a cette annihilation et on est là, d'accord? Donc comment on explique ça? Et donc ça, c'est une des grandes questions. Donc il y a eu la question tout à l'heure, quelles sont les grandes questions ouvertes? Qu'est-ce qui reste? En fait, quel est le Graal des physiciens? J'ai flatté le modèle standard, j'ai dit que c'était une théorie remarquable, très bien testée. Mais enfin, le modèle standard, il explique tout ce qu'on observe dans le grand collisionneur de hadrons. Mais au final, si vous déterminez le budget énergétique de l'univers, on ne connaît pas grand-chose. Voilà ce qu'on connaît. En fait, le modèle standard, il décrit ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Énergie noire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la matière noire. D'accord ? Et ça, c'est le modèle standard. Donc, il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Donc, on est très heureux. Le modèle standard, c'est une théorie fabuleuse. Mais on sait, avec des mesures de cosmologie, on sait que quand on fait le budget énergétique de l'univers, le modèle standard ne permet d'expliquer qu'une petite fraction, 5%. Okay. Voilà, donc la matière noire, c'est une des grandes questions qui agite énormément de physiciens. Il y a énormément de gens qui travaillent sur ce problème. L'énergie noire, c'est très, très obscur. En tant que théoricien, on a des gros problèmes avec ce problème. C'est vraiment très compliqué. Pour l'instant, on n'a aucune bonne compréhension de ce problème. Voilà. Donc là, je vais vous parler... alors, la barrière... Oui. Alors, en fait, finalement, la symétrie matière-antimatière, comment on la met dans ce schéma? Elle n'est pas expliquée par le modèle standard. On n'a pas d'explication au sein du modèle standard. On est obligé de postuler de la nouvelle physique pour répondre à cette question. Mais on pense que le boson de Higgs peut jouer un rôle très important. Oui. Ça veut dire qu'il y avait assez d'énergie au départ pour créer l'antimatière et la matière. Oui.
Ils ont les mêmes masses. Donc, comment on va faire pour retrouver toute cette énergie? Comment l'expliquer s'il en manque c'est ça que je... Parce que si au départ tout était énergie, de toute façon, l'énergie de l'univers a énormément changé. C'est-à-dire quand on regarde le schéma que j'avais tout à l'heure, hein, voilà ça. Là, on a une densité d'énergie énorme par rapport à la densité d'énergie aujourd'hui. Non, en fait, la symétrie matière-antimatière n'a pas grand-chose à voir avec... si vous voulez, si on veut comprendre le problème entre la symétrie matière et antimatière, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Il y a toujours une conservation d'énergie, simplement qu'elle s'est diluée parce que l'univers est en expansion. Voilà. Donc pourquoi ça se refroidit? Parce que l'univers est en expansion. Hein, donc la densité d'énergie diminue. En fait, dans les collisionneurs, là, on a suffisamment de densité d'énergie pour produire des antiparticules. On produit beaucoup d'antiparticules dans les collisionneurs. Mais on ne retrouvera jamais l'état primordial complètement symétrique entre matière et antimatière. Ça, non. Ça a disparu. Donc il y a eu une annihilation et on... Donc, encore une fois, là, c'est une dilution par le fait du fait. Ça contribue à l'expansion de l'univers. Oui. C'est essentiellement lié vraiment à l'expansion. C'est-à-dire, on parle de densité d'énergie. Donc là, on a... Quand je... Ouais. Pourquoi l'expansion demande tellement d'énergie? Une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés. En fait, ce que vous comparez, c'est le taux d'interaction entre particules et le taux d'expansion. Donc si vos particules sont tellement éloignées par l'expansion, elles n'arrivent plus à se rencontrer, elles n'arrivent plus à s'annihiler. Au bout d'un moment, on n'a plus d'annihilation. Et on va avoir encore quelques particules reliques ici et là. D'accord. Donc vous devez comparer le taux de probabilité d'interaction avec le taux d'expansion de l'univers. Ça, c'est la clé en cosmologie. On est toujours en train de comparer un taux d'interaction avec le taux d'expansion. Et si le taux d'interaction est trop faible par rapport au taux d'expansion, vous gelez en quelque sorte le nombre de particules, parce qu'elles ne peuvent plus se rencontrer, elles sont toutes seules, isolées, elles n'ont plus de chance de rencontre. Elles sont trop éloignées les unes des autres, elles ne peuvent plus se faire de bisous. C'est vraiment un univers très froid et un peu triste, sauf dans quelques endroits où il y a encore quelques concentrations de matière, mais globalement, la densité est très très faible aujourd'hui. On a parlé d'un âge sombre de l'univers qui était de 400-600 millions d'années. Et vous le mettez à ce moment-là, juste avant la structure de formation et le fond diffus cosmologique, cet âge sombre. Oui, donc on a une période en effet où on a on a combiné, si vous voulez, l'univers était électriquement chargé, puis il est devenu neutre, hein, les électrons se sont combinés, voilà. Mais il y a une période en effet liée suite à la formation des structures, à la formation des étoiles, etc., où on va avoir un réchauffement quelque part, où en effet, c'est ce à quoi vous faites référence, je pense. Ouais. Ah, alors là, non, donc là, on... C'est une question de densité de masse dans l'univers. Est-ce qu'il y a une densité critique au-delà de laquelle il n'y a plus du tout d'interaction entre les parties? Donc là, on est actuellement en train de rentrer dans une période très glaciale, où l'univers est en train de rentrer dans une espèce d'inflation, donc on est en expansion accélérée, et on s'éloigne de plus en plus les uns des autres, et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer comme ça. Mais oui, non, oui, c'est contrôlé vraiment par les mesures. Enfin, les mesures actuelles nous disent qu'en effet, on est dans une phase inflationnaire, comme ça a été le cas au tout début. Hein, on était en inflation, et là, on recommence à nouveau à être en inflation. Bon, c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'on a quand même des zones dedans, c'est-à-dire qu'on a des zones avec des structures. Donc nous, on reste liés, on a notre Soleil, notre système planétaire.
on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais globalement, l'univers vraiment devient de plus en plus vide et froid, à très très grande échelle. Il continue à grandir. Et ça, c'est lié au problème de l'énergie noire. Et on ne va pas rentrer là-dedans ce soir parce que ça nous mènerait très très loin. Mais c'est vraiment relié à ce problème où on a une espèce de ce qu'on appelle la constante cosmologique qui baigne tout l'univers et qui se met à dominer l'énergie et qui provoque cette expansion inflationnaire. Vous avez entendu parler de deux théories, dont l'une s'appelle la théorie des corps. Oui. Et donc, je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs. Donc, l'une dit ce que vous dites, et l'autre dit qu'après une phase d'expansion, il y aura une phase. Non, mais la théorie des cordes, c'est lié à ce que disait Christa tout à l'heure. C'est si on veut expliquer la gravité quantique, si on a envie de comprendre l'unification des forces fortes, faibles, électromagnétiques avec la gravité, on a besoin de la théorie des cordes. Et avec la théorie des cordes qu'on sait vraiment le faire actuellement. Et ça nous permet vraiment de comprendre l'univers primordial, mais pas vraiment l'univers actuel. Hein. La théorie des cordes, c'est une théorie de très très haute énergie, donc plutôt dans ce domaine-là. Mais pas pour décrire le modèle standard. On est sur cette diapo-là, le dernier télescope spatial James Webb sur le noir, va nous permettre de voir des choses. Mais c'est plutôt... Non, c'est vraiment la formation des galaxies. C'est vraiment le moment de la formation des structures. C'est parti. Cette partie-là. Voilà. Il ne permet pas de voir en amont Non, non. Non, c'est vraiment la formation des galaxies, hein, donc c'est à ce moment-là. Ouais. Avant, il n'y a pas de structure. Avant, c'est des particules. Et ensuite, on a des grandes structures. Okay. Écoutez, je voulais quand même faire le lien avec LISA. Donc, je vous ai fait le lien avec le Higgs. Cette transition de phase... Vous pouvez calculer, donc je vous ai dit que ça allait produire des ondes gravitationnelles, un fond stochastique d'ondes gravitationnelles qui baigne tout l'univers. On peut calculer la fréquence caractéristique et on va trouver que c'est le millihertz. Donc la fréquence des ondes gravitationnelles aujourd'hui, elles sont dans le millihertz. Et c'est remarquable parce que c'est exactement la fréquence à laquelle l'interféromètre spatial, LISA, serait sensible. Donc en fait, lui, il a été conçu plutôt pour découvrir des ondes gravitationnelles qui viennent des trous noirs, hein, pas pour découvrir les ondes gravitationnelles d'origine primordiale, mais il se trouve qu'il serait sensible. Donc c'est quand même assez fascinant. C'est encore loin dans le temps, hein. C'est une échelle de temps 2037 pour le lancement. C'est un interféromètre donc spatial. Actuellement, on a des interféromètres sur Terre. Vous avez entendu parler peut-être de LIGO et de Virgo, qui ont permis de faire la première détection directe d'ondes gravitationnelles en 2015. Donc on est très excités depuis 7 ans par ces découvertes. On a découvert des ondes gravitationnelles d'origine astrophysique qui viennent de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, mais pas encore les ondes gravitationnelles primordiales. Donc le prochain défi, c'est de découvrir les ondes gravitationnelles qui ont été émises dans l'univers primordial. Et ça demande une sensibilité, vraiment une très bonne sensibilité. Et LISA pourrait permettre ça. Donc, c'est un projet assez fou d'un interféromètre. Là, on a ce sont des distances absolument gigantesques. Ça tourne, donc là, c'est un interféromètre qui tourne autour du Soleil, qui suit la Terre, en fait. Et on a une configuration triangulaire. Et ça permettrait donc de découvrir des ondes gravitationnelles si elles ont été émises à cette fameuse époque électrofaible. Voilà. Donc, écoutez, ça, je voudrais pas conclure assez rapidement. C'est un domaine très actif de recherche parce que ces ondes gravitationnelles, ce qui est fascinant, contrairement aux ondes électromagnétiques, qui nous permettent de sonder l'univers que jusqu'à une certaine période, puisque avant l'univers était opaque, il y avait des électrons qui empêchaient les photons de se propager. Mais les ondes gravitationnelles, elles, rien ne leur empêche de se propager, en fait. Donc les ondes qui ont été émises à l'époque du Big Bang, on peut les détecter aujourd'hui, parce qu'elles interagissent tellement faiblement, uniquement avec la gravité. Donc elles vont traverser toute l'histoire de l'univers sans être affectées, sans être altérées. Elles vont rester dans un état qui vraiment
permet de décrire l'univers primordial. Donc c'est vraiment une photographie des premiers instants. C'est assez fascinant. Donc là, en fait, si on avait des ondes gravitationnelles issues de ces collisions de bulles de bosons de Higgs, ça donnerait un spectre de ce type-là, et ça, c'est la sensibilité de LISA. Alors qu'est-ce que c'est que ce graphe? En fait, c'est la fraction d'énergie, la densité d'énergie de l'univers aujourd'hui dans les ondes gravitationnelles. Donc, vous voyez, ça, par exemple, il y a une fraction de 10 puissance moins 13 de toute l'énergie de l'univers qui est en ondes gravitationnelles. Et c'est ce qu'on prédit par une transition de phase du type boson de Higgs. Ça créerait un spectre avec une densité d'énergie de l'ordre de 10-10 en ondes gravitationnelles. Là, ce que vous voyez, c'est d'autres prédictions qui viennent par exemple de l'inflation. Pendant l'inflation, voilà ce qu'on prédit. Donc c'est vraiment c'est un signal extrêmement faible. Ça, c'est autre chose. C'est des cordes cosmiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je voulais transmettre, c'était cette idée qu'on a un certain nombre de projets. Donc là, c'est la sensibilité de LIGO. Donc ça, ce sont des expériences qui sont actuellement en train de fonctionner, qui sont en train de découvrir des ondes gravitationnelles issues des trous noirs, mais pas les ondes gravitationnelles primordiales, qui sont quand même qui demandent des sensibilités très, très, très élevées. Un projet futur, c'est Einstein Telescope. Donc ça, ce serait le futur de LIGO. Donc c'est un interféromètre terrestre sur Terre qui est sensible à la même gamme de fréquences à peu près que LIGO, mais beaucoup plus sensible. Donc là, maintenant, on pourrait vraiment détecter des ondes gravitationnelles, par exemple, qui viennent des cordes cosmiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et LISA, vous voyez, qui a quand même une sensibilité très impressionnante, qui permettrait aussi de découvrir des ondes gravitationnelles d'origine primordiale. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas des interféromètres, ce sont des pulsar timing arrays. Donc là, c'est un réseau c'est l'observation de pulsars avec une très très bonne précision qui est sensible en fait aux ondes gravitationnelles. Et voilà, donc c'est un champ de recherche qui a vraiment explosé ces quelques dernières années parce qu'on a réalisé qu'avec ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, on aurait accès à une physique de très haute énergie qu'on ne peut pas tester dans les accélérateurs de particules. Donc c'est vraiment complémentaire. Comment on est sûr qu'on va les capter puisqu'elles ont été mises à l'origine? Alors donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec les ondes gravitationnelles, c'est que elles sont émises dans les temps primordiaux, mais il ne va rien leur arriver parce qu'elles n'interagissent pas. Non. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un fond stochastique, c'est une superposition d'ondes gravitationnelles qui viennent de partout. Donc en fait, ça ressemble à un bruit de fond. C'est comme le rayonnement fossile. Vous avez entendu parler du rayonnement de fossile cosmique. Voilà, donc là, c'est l'équivalent, mais pas en photons, mais en ondes gravitationnelles. Un fond stochastique. La différence entre les photons et les gravitons, c'est que les photons, on n'arrive pas à sonder plus loin que l'âge dont vous parliez, parce que justement, avant, l'univers était opaque, donc aucun photon de cette époque primordiale ne peut nous arriver. Mais les gravitons, eux, ils ont pu traverser les temps primordiaux jusqu'à aujourd'hui, rien ne leur arrive. Ils n'interagissent pas. Comment ça se détecte une onde gravitationnelle? Est-ce que ça réagit très faible? Voilà. Des détecteurs ultrasensibles, refroidir des températures de quelques Kelvin. Ça, c'est quoi un peu la technologie? En fait, donc, l'idée, c'est quand vous avez cet interféromètre, vous allez mesurer une distance, et lorsqu'il y a une onde gravitationnelle qui passe, ça modifie l'espace-temps. Donc ça modifie la distance, la taille du bras de l'interféromètre va changer, mais d'une fraction minime. Oui. Et vous détectez cette petite modification de distance infime, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 23. Non, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un bras qui fait 3 km, et vous allez chercher une déviation de l'ordre, c'est le rapport, vraiment la déviation infime que vous cherchez, c'est 10 moins 23 de cette distance. Okay, voilà, donc c'est vraiment incroyable. Et ça, vous pouvez le faire en faisant vous avez des lasers qui mesurent très précisément les distances et vous détectez ces déviations de distance. De
Voilà, exactement. Donc à chaque fois que vous avez une onde gravitationnelle qui passe, ça va engendrer ces petites déviations, et c'est ça que vous cherchez. Le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui marche à côté, ça crée des perturbations Voilà, donc... beaucoup plus grandes que ça. Il faut arriver à distinguer le bruit de fond du signal. C'est pour ça que dans l'espace, ça vous donne des possibilités. Vous n'avez plus les bruits sismiques, par exemple, non. Mais vous êtes sensible à une autre gamme de fréquences. Oui. Quand vous avez une onde gravitationnelle qui passe, oui. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un sacré défi de détecter un fond stochastique comme ça. C'est un bruit de fond. Ça demande. C'est pas pour demain, mais bon, on a bon espoir que d'ici peut-être 20, 25 ans, on va détecter ce genre de signal. Voilà. Bon, merci.